Braves gens et braves rediff, bonsoir et bienvenue dans votre nouvelle horrifique histoire. Ce soir, pour le plaisir de vos oreilles et de vos yeux, évidemment, dans l'abîme du temps, une nouvelle d'Howard Phillips Lovecraft, écrite en 1935 et publiée en 1936. C'est la première partie. Bonne écoute, braves gens. Et c'est parti. Après 22 ans de cauchemars et d'effroi, soutenu par la seule conviction désespérée que certaines impressions sont d'origine imaginaire, je me refuse à garantir la véracité de ce que je crois avoir découvert en Australie occidentale dans la nuit du 17 au 18 juillet 1935. On peut espérer que mon aventure fut, en tout ou partie, une hallucination. À cela, en effet, il y avait de nombreuses raisons. Et pourtant, le réalisme en était si atroce que parfois, tout espoir me paraît impossible. Si la chose s'est produite, alors l'homme doit être préparé à accepter sur l'univers et sur la place que lui-même occupe dans le tourbillon bouillonnant du temps, des idées dont le plus simple énoncé est paralysant. Il faut aussi le mettre en garde contre un danger latent, spécifique, qui, même s'il n'engloutit jamais la race humaine tout entière, peut infliger aux plus aventureux des horreurs monstrueuses et imprévisibles. C'est pour cette dernière raison que je réclame, de toute la force de mon être, l'abandon définitif de toute tentative d'exhumer ces fragments de mystérieuse maçonnerie primitive que mon expédition se proposait d'étudier. Si l'on admet que j'étais sain d'esprit et bien éveillé, mon expérience cette nuit-là fut telle qu'aucun homme n'en a jamais connue. Ce fut en outre une effroyable confirmation de tout ce que j'avais tenté de rejeter comme autant de fables et de rêves. Dieu merci, il n'y a pas de preuve, car dans ma terreur, j'ai perdu l'épouvantable objet qui, s'il était réel et tiré en effet de ce dangereux abîme, l'objet qui en eût été le signe irréfutable. J'étais seul quand j'ai découvert cette horreur, et jusqu'à présent je n'en ai parlé à personne. Je n'ai pu empêcher les autres de creuser dans sa direction, mais le hasard et les éboulements de sable leur ont toujours évité de la rencontrer. Il me faut aujourd'hui rédiger une déclaration définitive, non seulement pour mon équilibre mental, mais pour mettre en garde ceux qui me liront sérieusement. Ces pages, dont les premières sembleront connues aux lecteurs attentifs de la grande presse scientifique, sont écrites dans la cabine du bateau qui me ramène chez moi. Je les remettrai à mon fils, le professeur Wingate Pisley, de l'université de Miskatonic, seul membre de ma famille qui me resta fidèle il y a des années, après mon étrange amnésie, et le mieux informé des faits essentiels de mon cas.
Il est, de tous les vivants, le moins enclin à tourner en dérision ce que je vais raconter de cette nuit fatale. Je ne l'ai pas informé de vive voix avant de m'embarquer, pensant qu'il préférerait la révélation sous forme écrite. Lire et relire à loisir lui laissera une image plus convaincante que n'aurait pu le faire le trouble de mes propos. Il fera de ce récit ce que bon lui semblera, le montrant avec les commentaires appropriés dans tous les milieux où il pourrait être utile. C'est à l'intention de ces lecteurs mal instruits des premières phases de mon cas que je fais précéder la révélation elle-même d'un résumé assez détaillé de ses antécédents. Je m'appelle Nathaniel Wingate Peasley, et ceux qui se rappellent les récits des journaux de la génération précédente ou les correspondances et articles des revues de psychologie d'il y a 6 ou 7 ans sauront qui je suis et ce que je suis. La presse était pleine des circonstances de mon étonnante amnésie de 1808 à 1913, insistant sur les traditions d'horreur, de folie et de sorcellerie qui hantent la vieille ville du Massachusetts où je résidais alors comme aujourd'hui. Je tiens encore à faire savoir qu'il n'est rien de dément ou de malfaisant dans mon hérédité et ma jeunesse. C'est un fait extrêmement important si l'on songe à l'ombre qui s'est abattue si brusquement sur moi, venant de sources extérieures. Il se peut que des siècles de noire méditation aient doté Arkham, aux ruines peuplées de murmures, d'une particulière vulnérabilité à de telles ombres, bien que cela même semble douteux à la lumière d'autres cas que j'ai plus tard étudiés. Mais le point essentiel est que mes ancêtres et mon milieu sont absolument normaux. Ce qui est arrivé est venu d'ailleurs. D'où? J'hésite maintenant encore à l'affirmer en clair. Je suis le fils de Jonathan et d'Anna Wingate Peasley, tous deux de vieilles familles saines d'Haverhill. Je suis né et j'ai grandi à Haverhill, dans l'antique demeure de Boardman Street, près de Golden Hill. Et je ne suis allé à Arkham que pour entrer à l'université de Miskatonic comme chargé de cours d'économie politique en 1895. Pendant les 13 années suivantes, ma vie s'écoula, douce et heureuse. J'épousais Alice Kizar d'Haverhill en 1896. Et mes 3 enfants, Robert, Wingate et Anna, naquirent respectivement en 1898, 1900 et 1903. Je devins en 1898 maître de conférences et professeur titulaire en 1902. Je n'éprouvais à aucun moment le moindre intérêt pour l'occultisme ou la psychologie pathologique. C'est le jeudi 14 mai 1908 que survint l'étrange amnésie. Elle fut brutale et imprévue, bien que, je m'en rendis compte plus tard, de brefs miroitements quelques heures auparavant, visions chaotiques qui me troublèrent d'autant plus qu'elles étaient sans précédent, dussent avoir été des symptômes précurseurs. J'avais un fort mal de tête et la bizarre impression, tout aussi neuve pour moi, que quelqu'un cherchait à s'emparer de mes pensées. La crise se produisit vers 10h20 du matin, tandis que je faisais un cours d'économie politique, histoire et tendance actuelle de l'économie politique, aux étudiants de 3e année et à quelques-uns de seconde. Je vis d'abord devant mes yeux des formes insolites et crus me trouver dans une salle singulière, autre que la classe.
Mes idées, mes propos divaguaient loin de tout sujet. Et les étudiants s'aperçurent que quelque chose clochait gravement. Puis, je m'affaissai, inconscient sur mon siège, dans une hébétude dont personne ne put me tirer. Mes facultés normales ne revinrent au grand jour, notre monde quotidien, qu'au bout de 5 ans, 4 mois et 13 jours. C'est naturellement des autres que j'ai appris ce qui suit. Je restai inconscient pendant 16h30, bien qu'on m'eût ramené chez moi au 27 Crane Street, où je reçus les soins médicaux les plus attentifs. Le 15 mai, à 3h du matin, mes yeux s'ouvrirent et je me mis à parler. Mais bientôt le médecin et ma famille furent épouvantés par mon expression et le ton de mes propos. Il était clair que je n'avais aucun souvenir de mon identité ni de mon passé, même si je m'efforçais, on ne sait pourquoi, de cacher cette ignorance. Mes yeux fixaient étrangement les personnes de mon entourage et le jeu de mes muscles faciaux n'avait plus rien de familier. Mon langage même paraissait gauche, comme celui d'un étranger. J'usais de mes organes vocaux avec embarras, en tâtonnant, et mon élocution avait une curieuse raideur, comme si j'avais laborieusement appris l'anglais dans les livres. La prononciation était barbare, tandis que la langue comportait à la fois des débris d'étonnants archaïsmes et des expressions d'une tournure absolument incompréhensible. Parmi ces dernières, l'une en particulier revint 20 ans plus tard, de façon frappante et même effrayante, à l'esprit du plus jeune de mes médecins. Car à l'époque, cette expression commençait à se répandre, d'abord en Angleterre puis aux États-Unis, et malgré sa complication et son incontestable nouveauté, elle reproduisait dans le moindre détail les mots déconcertants de l'étrange malade d'Arkham de 1908. La force physique revint aussitôt, mais il me fallut une rééducation singulièrement longue pour retrouver l'usage de mes mains, de mes jambes et de mon corps en général. À cause de cela, et d'autres handicaps inhérents à ma perte de mémoire, je restais pendant un certain temps sous une étroite surveillance médicale. Quand j'eus constaté l'échec de mes efforts pour dissimuler mon amnésie, je la reconnus franchement et me montrai avide de toutes sortes de renseignements. En fait, les médecins eurent l'impression que je cessais de m'intéresser à ma personnalité véritable dès lors que je vis ma perte de mémoire acceptée comme une chose naturelle. Ils remarquèrent que je m'efforçais surtout de posséder à fond certains points d'histoire, de science, d'art, de langage et de folklore, les uns terriblement abstraits et d'autres d'une simplicité puérile qui très bizarrement parfois restaient exclus de ma conscience. En même temps, ils s'aperçurent que je possédais, inexplicablement, beaucoup de connaissances d'un genre insoupçonné que je souhaitais, semblait-il, cacher plutôt que révéler. Il m'arrivait par mes gardes de faire allusion
avec une assurance désinvolte, à tels événements précis d'époques obscures, au-delà de tout champ historique reconnu, quitte à tourner en plaisanterie la référence en voyant la surprise qu'elle suscitait. J'avais aussi une façon de parler du futur qui, 2 ou 3 fois, provoqua une véritable peur. Ces lueurs inquiétantes cessèrent bientôt de se manifester. Mais certains observateurs attribuèrent leur disparition à une prudente hypocrisie de ma part, plus qu'à quelque déclin du savoir insolite qu'elle supposait. À la vérité, je semblais anormalement avide d'assimiler la façon de parler, les usages et les perspectives de l'époque autour de moi, comme si j'avais été un voyageur studieux, venu d'une lointaine terre étrangère. Aussitôt qu'on m'y autorisa, je fréquentais à toute heure la bibliothèque de l'université et j'entrepris sans tarder de préparer ces étonnants voyages, ces cours spéciaux dans les universités d'Amérique et d'Europe qui donnèrent lieu à tant de commentaires pendant les années suivantes. À aucun moment je ne manquais de relations intellectuelles, car mon cas me valut une relative célébrité parmi les psychologues du moment. Je fus l'objet de conférences comme exemple typique de personnalité seconde, même si, ici ou là, j'embarrassais les conférenciers de quelques symptômes bizarres ou traces suspectes d'ironie soigneusement voilée. Mais de réelle bienveillance, je n'en rencontrai guère. Quelque chose dans mon aspect et mes propos semblait éveiller chez tous ceux que je rencontrais de vagues craintes et répugnances, comme si j'avais été un être infiniment éloigné de tout ce qui est normal et sain. Cette idée d'une horreur obscure et secrète, liée aux abîmes incalculables d'on ne sait quelle distance, était curieusement répandue et tenace. Ma propre famille ne fit pas exception. Dès l'instant de mon étrange réveil, ma femme m'avait considéré avec un effroi et un dégoût extrême, jurant que j'étais un parfait étranger, usurpant le corps de son mari. En 1910, elle obtint le divorce et ne consentit jamais à me revoir, même après mon retour à un état normal en 1913. Ces sentiments furent partagés par mon fils aîné et ma petite fille, que je n'ai jamais revus ni l'un ni l'autre. Seul mon second fils, Wingate, parut capable de surmonter la terreur et la répulsion suscitées par ma métamorphose. Lui aussi sentait bien que j'étais un étranger, mais quoiqu'il n'eût pas plus de 8 ans, il croyait fermement au retour de mon véritable moi. Quand celui-ci revint en effet,
Il me rejoignit et les tribunaux le confièrent à ma garde. Au cours des années, il m'aida dans les études que je fus poussé à entreprendre et aujourd'hui, à 35 ans, il est professeur de psychologie à Miskatonic. Mais je ne suis pas surpris de l'horreur que j'inspirais. Car assurément, l'esprit, la voix et l'expression de l'être qui s'éveilla le 15 mai 1908 n'étaient pas ceux de Nathaniel Wingate Peaslee. Je n'essaierai pas de raconter toute ma vie de 1908 à 1913, car les lecteurs peuvent en glaner les traits essentiels. Ainsi que j'ai dû abondamment le faire moi-même, dans les dossiers des vieux journaux et revues scientifiques. On me rendit l'usage de mes fonds, et j'en usais sans hâte, sagement dans l'ensemble, à voyager et étudier dans divers centres du savoir. Mes voyages, cependant, furent surprenants à l'extrême, comportant de longues visites à des lieux écartés et déserts. En 1909, je passai un mois dans l'Himalaya, et en 1911, j'éveillai un vif intérêt par une expédition à dos de chameau dans les déserts inconnus d'Arabie. Je n'ai jamais pu savoir ce qui s'était produit lors de ces explorations. Pendant l'été de 1912, je frétais un bateau pour naviguer dans l'Arctique, au nord du Spitzberg, et manifestais au retour une évidente déception. Plus tard, cette année-là, je passais des semaines seul, au-delà des limites de toute exploration passée ou ultérieure, dans l'immense réseau des cavernes calcaires de Virginie occidentale, labyrinthe ténébreux et si complexe qu'on n'a jamais pu seulement envisager de reconstituer mon parcours. Mes séjours dans les universités furent marqués par une rapidité d'assimilation prodigieuse, comme si la personnalité seconde possédait une intelligence considérablement supérieure à la mienne. J'ai découvert aussi que mon rythme de lecture et d'études solitaires était phénoménal. Il me suffisait de parcourir un livre, juste le temps de tourner les pages, pour en retenir tous les détails, tandis que mon habileté à interpréter en un instant des figures compliquées était proprement impressionnante. Il circula à plusieurs reprises des rumeurs presque alarmantes sur mon pouvoir d'influencer les pensées et les actes d'autrui, bien que j'ai pris soin, semble-t-il, de réduire au minimum les manifestations de cette faculté. D'autres vilains bruits concernaient mes rapports intimes avec les chefs de groupes d'occultistes et des érudits suspects de relations avec des bandes innommables d'odieux hiérophantes du monde ancien. Ces rumeurs, bien que non confirmées à l'époque, furent certainement encouragées par ce qu'on savait de la teneur de mes lectures, car la consultation de livres rares dans les bibliothèques ne peut être gardée secrète. Des notes marginales restent la preuve tangible de mes recherches minutieuses dans des ouvrages tels que Culte des Goules du comte d'Erlette, des Vermis Mysteris de Ludwig Prien, Unausprechlichen Kulten de von Jungst, les fragments conservés de l'énigmatique livre des bonnes et l'effroyable Necronomicon de l'arabe fou Abdul al-Azred.
Et puis, il est indéniable aussi que l'activité des cultes clandestins reçut une nouvelle et néfaste impulsion à peu près au moment de mon étrange métamorphose. Pendant l'été de 1913, je commençais à donner des signes d'ennui, de relâchement, et laissais entendre dans mon entourage qu'on pouvait s'attendre à me voir bientôt changer. J'évoquais le retour de souvenirs de ma première vie, mais la plupart de mes auditeurs mirent en doute ma bonne foi, car tout ce que je citais était fortuit et eût pu être tiré de mes vieux papiers personnels. Vers la mi-août, je regagnai Arkham et rouvris ma maison de Crane Street, depuis longtemps fermée. J'y installai une machine des plus curieuses, construite en pièces détachées par différents fabricants de matériel scientifique en Europe et en Amérique. Et je la dissimulais soigneusement au regard de toute personne assez intelligente pour en comprendre la composition. Ceux qui la virent, un ouvrier, une domestique et la nouvelle gouvernante, décrivirent un bizarre assemblage de tiges, de roues et de miroirs, ne mesurant pas plus de 2 pieds de haut, 1 de large et 1 d'épaisseur. Le miroir central était rond et convexe. Tout cela est confirmé par les fabricants de pièces que l'on a pu joindre. Le soir du vendredi 26 septembre, je donnai congé à la gouvernante et à la femme de chambre jusqu'au lendemain midi. Des lumières brillèrent dans la maison, tard dans la nuit, et un homme, maigre, brun, l'allure singulière d'un étranger, arriva en automobile. Il était à peu près 1h du matin quand les lumières s'éteignirent. À 2h15, un agent de police remarqua la demeure dans l'obscurité, mais la voiture de l'étranger était toujours garée le long du trottoir. À 4h, elle avait de toute évidence disparu. Ce fut à 6h qu'une voix hésitante, à l'accent étranger, demanda par téléphone au docteur Wilson de se rendre à mon domicile pour me tirer d'un bizarre évanouissement. Cet appel, une communication interurbaine, venait, comme on l'établit plus tard, d'une cabine publique à la gare du nord de Boston. Mais on ne retrouva jamais aucune trace du maigre étranger. En arrivant chez moi, le médecin me trouva au salon, sans connaissance, dans un fauteuil dont on avait approché une table. La surface polie de cette table portait des égratignures à l'endroit où un lourd objet y avait été posé. La singulière machine était partie et l'on n'entendit jamais plus parler d'elle. Sans aucun doute, l'étranger, maigre et brun, l'avait emportée. Dans la cheminée de la bibliothèque, un tas de cendres témoignait qu'on avait brûlé jusqu'au dernier bout de papier tout ce que j'avais écrit depuis le début de l'amnésie.
Le docteur Wilson jugea ma respiration anormale, mais après une piqûre hypodermique, elle reprit sa régularité. Le mardi du 27 septembre, à 11h15, je m'agitais vigoureusement, et le masque, jusqu'alors figé de mon visage, donna ses premiers signes d'animation. Le docteur Wilson remarqua que l'expression n'était pas celle de ma personnalité seconde, mais ressemblait beaucoup à celle de mon moi normal. Vers 11h30, je marmonnais quelques syllabes très bizarres qui ne semblaient appartenir à aucun langage humain. J'avais l'air aussi de lutter contre quelque chose. Puis à midi passé, la gouvernante et la femme de chambre étant revenues entre-temps, je me mis à murmurer en anglais. Parmi les économistes orthodoxes de cette période, Jevons représente plus particulièrement la tendance dominante à établir des corrélations scientifiques. Son effort pour relier le cycle commercial de la prospérité et du marasme au cycle physique des tâches solaires constitue peut-être le point culminant de... Nathaniel Wingate Peasley était revenu. Et pour cet esprit, selon son estimation du temps, c'était toujours ce jeudi matin de 1908 où la classe d'économie politique levait ses regards attentifs vers le vieux bureau sur l'estrade. Chapitre 2. Ma réadaptation à la vie normale fut pénible et difficile. 5 années perdues suscitent plus de complications qu'on ne peut l'imaginer. Et dans mon cas, il y avait 1000 choses à remettre en ordre. Ce que l'on m'apprit de mes faits et gestes depuis 1908 me surprit et m'inquiéta. Mais je tâchais de considérer la question avec toute la philosophie dont j'étais capable. Enfin, ayant obtenu la garde de mon second fils, Wingate, je m'installai avec lui dans la maison de Crane Street et je tentais de reprendre mon enseignement. Mon ancienne chaire m'avait été aimablement proposée par l'université. Je commençais mes cours avec le trimestre de février 1914 et les poursuivis une année entière. Putain de moustique. Je me rendis compte alors que mon aventure m'avait gravement ébranlé. Bien que parfaitement sain d'esprit, je l'espérais, et sans faille dans ma personnalité première, je n'avais plus la vitalité d'autrefois. Des rêves confus, des idées bizarres me hantaient sans cesse. Et quand le déclenchement de la guerre mondiale orienta mon esprit vers l'histoire, je m'aperçus que je me représentais les époques et les événements de la façon la plus étrange. Ma conception du temps, ma faculté de distinguer succession et simultanéité semblait quelque peu altérée. Je formais l'idée chimérique qu'en vivant une époque donnée,
On pouvait projeter son esprit à travers l'éternité pour connaître les siècles passés et futurs. La guerre me donna l'impression singulière de me rappeler quelques-unes de ses conséquences lointaines, comme si, connaissant déjà son évolution, je pouvais les envisager après coup, à la lumière d'une information future. Tous ces pseudo-souvenirs s'accompagnaient d'une grande souffrance et du sentiment qu'une barrière psychologique artificielle leur était opposée. Lorsque je me hasardais à évoquer tout cela autour de moi, je rencontrais des réactions différentes. Certains me regardèrent d'un air inquiet. Mais chez les mathématiciens, on parla de nouveaux aspects de cette théorie de la relativité, alors réservée au cercle cultivé, qui devait plus tard devenir si célèbre. Le docteur Albert Einstein, disait-on, allait vite ramener le temps à l'état de simple dimension. Mais les rêves et les sensations étranges finirent par prendre sur moi un tel empire que je dus abandonner mes cours en 1915. Ces troubles prenaient parfois une forme irritante. Je nourrissais l'idée persistante que mon amnésie avait servi quelque échange impie, que la personnalité seconde était en réalité une force imposée venant de l'inconnu, et que ma propre personnalité avait subi une substitution. Je fus ainsi amené à de confuses et terrifiantes spéculations sur le sort de mon moi véritable pendant les années où un autre avait occupé mon corps. L'étonnant savoir et la conduite singulière de cet ancien occupant m'inquiétaient de plus en plus à mesure que j'apprenais de nouveaux détails par des rencontres, des journaux et des revues. Les bizarreries qui avaient déconcerté les autres paraissaient s'accorder terriblement avec un arrière-plan de ténébreuses connaissances embusquées dans les profondeurs de mon subconscient. Je me mis à étudier avec fièvre les moindres renseignements touchant les études et les voyages de cet autre pendant les années obscures. Tous mes tourments n'avaient pas ce degré d'abstraction. Il y avait les rêves qui semblaient gagner en vigueur et en réalisme. Sachant comment la plupart des gens les considéraient, j'en parlais rarement, sinon à mon fils ou à quelques psychologues dignes de confiance. Mais j'entrepris bientôt une étude scientifique d'autres cas pour savoir si de telles visions étaient ou non caractéristiques chez les victimes de l'amnésie. Mes résultats, obtenus avec l'aide de psychologues, d'historiens, d'anthropologues et de spécialistes très expérimentés de la vie mentale, plus une recherche qui passait en revue tous les cas de dédoublement de la personnalité depuis l'époque des légendes de possession démoniaque jusqu'aux réalités médicales de notre temps. Ces résultats, donc, m'apportèrent d'abord plus d'inquiétude que de réconfort. Je m'aperçus bientôt que mes rêves n'avaient à vrai dire aucun équivalent dans la masse formidable des cas d'amnésie authentique.
Il restait néanmoins tout petit nombre d'exemples dont le parallélisme avec ma propre expérience m'intrigua et me bouleversa pendant des années. Certains étaient tirés d'un antique folklore, d'autres répertoriés dans les annales de la médecine. Une ou deux anecdotes dormaient enfouies dans les classiques historiques. Il semblait donc bien que si ma forme particulière de disgrâce était prodigieusement rare, des exemples s'en étaient pourtant présentés à de longs intervalles depuis le début des chroniques de l'humanité. Certains siècles en comptaient 1, 2 ou 3, d'autres aucun, ou du moins aucun dont on ait gardé le souvenir. C'était pour l'essentiel toujours la même chose. Une personne à l'esprit réfléchi et pénétrant se trouvait investie d'une étrange vitalité seconde, menant pendant un temps plus ou moins long une existence entièrement différente, caractérisée d'abord par une maladresse dans l'élocution et les mouvements, puis plus tard par l'acquisition systématique de connaissances scientifiques, historiques, artistiques et anthropologiques. Acquisition menée avec une ardeur fiévreuse et une faculté d'assimilation absolument anormale. Puis, un brusque retour à sa conscience propre, désormais tourmentée de temps à autre par des rêves confus et inapaisables, suggérant par fragments d'effroyables souvenirs soigneusement effacés. L'étroite ressemblance de ces cauchemars avec les miens, jusqu'au moindre détail, ne laissait aucun doute dans mon esprit sur leur nature manifestement exemplaire. Un ou deux de ces cas s'entouraient d'un halo de vague et sacrilège familiarité, comme si je les avais déjà connus par quelque agent cosmique trop effroyable et hideux pour qu'on en soutienne la vue. Dans 3 exemples, on mentionnait explicitement une mystérieuse machine, comme celle que j'avais eue chez moi avant la seconde transformation. Ce qui m'inquiéta aussi pendant mes recherches fut la fréquence assez importante des cas où un bref et fugitif aperçu des mêmes cauchemars avait affecté des personnes non atteintes d'amnésie caractérisée. Ces personnes étaient pour la plupart d'intelligence médiocre, ou moins encore. Certaines si rudimentaires qu'on ne pouvait guère y voir les véhicules d'une érudition anormale et d'acquisition mentale surnaturelle. Elles étaient animées une seconde par une force étrangère. Puis, on observait un retour en arrière et l'incertaine réminiscence vite dissipée d'inhumaines horreurs. Il y avait eu au moins 3 cas de ce genre au cours du siècle, du dernier demi-siècle, dont un seulement 15 ans plus tôt. Quelque chose, issu d'un abîme insoupçonné de la nature, s'était-il aventuré en aveugle à travers le temps
Ces troubles atténués étaient-ils de monstrueuses et sinistres expériences dont la nature et l'auteur échappaient toute raison? Telles étaient quelques-unes des conjectures imprécises de mes heures les plus noires, chimères encouragées par les mythes que découvraient mes recherches. Car je n'en pouvais douter, certaines légendes persistantes d'une antiquité immémoriale, apparemment inconnues de certains amnésiques récents et de leurs médecins, donnaient une image frappante et terrible de perte de mémoire comme la mienne. Quant à la nature des rêves et des impressions qui devenaient si tumultueux, j'ose encore à peine en parler. Il sentait la folie, et je croyais parfois devenir vraiment fou. Était-ce là un genre d'hallucination propre aux anciennes amnésiques? Les efforts du subconscient pour combler par de pseudo-souvenirs un vide déconcertant pouvaient bien en effet donner lieu à de curieux caprices de l'imagination. Telle fut d'ailleurs, bien qu'une autre hypothèse du folklore me parut finalement plus convaincante, l'opinion de beaucoup des aliénistes qui m'aidèrent à étudier des cas analogues et furent intrigués, comme moi, par les similitudes parfois observées. Ils ne qualifiaient pas cet état de folie véritable, mais le classaient plutôt parmi les troubles névrotiques. Ma démarche pour essayer de le circonscrire et de l'analyser, au lieu de chercher en vain à le rejeter et à l'oublier, rencontra leur chaleureuse approbation par sa conformité aux meilleurs principes psychologiques. J'appréciais particulièrement l'avis des médecins qui m'avaient suivi quand j'étais habité par une autre personnalité. Mes premiers troubles ne furent pas d'ordre visuel, mais portaient sur les questions plus abstraites dont j'ai parlé. Il y avait aussi un sentiment de répugnance intense et inexplicable à l'égard de moi-même. Il me vint une peur étrange de voir ma propre silhouette, comme si mes regards allaient y découvrir quelque chose d'absolument inconnu et d'une inconcevable horreur. Quand je risquai enfin un regard sur moi et apercevais la forme humaine familière, discrètement vêtue de gris ou de bleu, je ressentais toujours un curieux soulagement. Mais avant d'en arriver là, il me fallait surmonter une terreur infinie. J'évitais les miroirs le plus possible et me faisais toujours raser chez le coiffeur. Il me fallut beaucoup de temps pour établir un lien entre ces sentiments de frustration et les visions passagères qui commençaient à se manifester. Le premier rapprochement de ce genre concernait la sensation bizarre d'une contrainte extérieure, artificielle, sur ma mémoire. Je compris que les images entrevues dont je faisais l'expérience avaient une signification profonde, terrible, et un redoutable rapport avec moi-même, mais qu'une influence délibérée m'empêchait de saisir ce sens et ce rapport. Vint ensuite cette bizarre conception du temps, et avec elle, les efforts désespérés pour situer les fragments fugaces du rêve sur le plan chronologique et spatial. Les images elles-mêmes furent d'abord plus étranges qu'effrayantes. Il me semblait être dans une immense salle voûtée dont les hautes nervures de pierre se perdaient presque parmi les ombres au-dessus de ma tête.
Quelle que soit l'époque et le lieu, le principe du cintre était aussi connu et fréquemment utilisé qu'au temps des Romains. Il y avait de colossales fenêtres rondes et élevées, des portes cintrées et des bureaux ou tables aussi hauts qu'une pièce ordinaire. De vastes étagères de bois noir couraient le long des murs, portant ce qui semblait des volumes de format gigantesque, au dos marqué d'étranges hiéroglyphes. La pierre apparente présentait des sculptures singulières, toujours en symboles mathématiques curvilignes, et des inscriptions ciselées reproduisant les mêmes caractères que les énormes volumes. La sombre maçonnerie de granit était d'un type mégalithique monstrueux, des rangées de blocs au sommet convexe, venant s'encastrer dans d'autres à la base concave, qui reposaient sur eux. Il n'y avait pas de siège, mais le dessus des immenses tables était jonché de livres, de papiers et d'objets qui servaient sans doute à écrire. Jarres de métal violacé, bizarrement ornées, et baguettes à la pointe tachée. Si démesuré qu'il soit, je réussissais parfois à voir ces bureaux d'en haut. Sur quelques-uns, de grands globes de cristal lumineux en guise de lampes et d'énigmatiques machines faites de tubes de verre et de tiges de métal. Les fenêtres vitrées étaient treillissées de solides barreaux. Sans oser approcher pour regarder au travers, je pouvais distinguer, de l'endroit où j'étais, les faîtes ondulants d'une végétation singulière, rappelant les fougères. Le sol était fait de lourdes dalles octogonales, et l'on ne voyait ni tapis, ni tenture. Plus tard, je me vis parcourir des galeries cyclopéennes de pierre et monter ou descendre des plans inclinés gigantesques de la même colossale maçonnerie. Il n'y avait aucun escalier et les couloirs ne mesuraient jamais moins de 30 pieds de large. Certaines des constructions que je traversais en flottant devaient s'élever à des milliers de pieds dans le ciel. Sous terre se succédaient plusieurs étages de noirs caveaux et de trappes jamais ouvertes, scellées de bandes métalliques et suggérant vaguement un péril extraordinaire. Je devais être prisonnier, et l'horreur menaçait partout où je jetais les yeux. Je sentais que le message de ces hiéroglyphes curvilinéaires qui me narguaient sur les murs aurait brisé mon âme si je n'avais pas été protégé par une bienheureuse ignorance. Plus tard encore, je vis en rêve des perspectives par les grandes fenêtres rondes. Et du haut du titanesque toit plat au curieux jardin, ce large espace vide, avec son haut parapet de pierre à feston, où menait le plus haut des plans inclinés. Des bâtiments géants, chacun dans son jardin, s'alignaient sur des lieux presque à perte de vue, le long de routes pavées d'au moins 200 pieds de large
Ils étaient très divers, mais mesuraient rarement moins de 500 pieds carrés ou 1000 pieds de haut. Beaucoup paraissaient sans limite, avec une façade de plusieurs milliers de pieds, tandis que certains s'élançaient à des hauteurs vertigineuses dans le ciel gris et brumeux. Faits pour l'essentiel de pierre ou de ciment, ils appartenaient généralement au curieux type de maçonnerie curviligne qui caractérisait l'immeuble où j'étais retenu. Les toits étaient plats, couverts de jardins, avec souvent des parapets à festons. Parfois, des terrasses à plusieurs niveaux et de larges espaces dégagés parmi les jardins. Il y avait, dans ces grandes routes, comme un appel au mouvement. Mais lors des premières visions, je ne sus pas analyser le détail de cette impression. Je vis en certains endroits d'énormes tours sombres de forme cylindrique qui dominaient de loin tous les autres édifices. Elles étaient vraisemblablement d'une espèce tout à fait exceptionnelle et présentaient les signes d'une antiquité et d'un délabrement considérable. Bâties bizarrement de blocs de basalte taillés à angle droit, elles s'amincissaient progressivement jusqu'à leur sommet arrondi. On n'y voyait nulle part la moindre trace de fenêtre ou d'ouverture quelconque, si ce n'est des portes énormes. Je remarquais aussi quelques constructions plus basses, toutes dégradées par des éternités d'intempéries, qui ressemblaient à ces sombres tours cylindriques d'architecture primitive. Tout autour de ces monuments délirants de maçonnerie, Tout autour de ces monuments délirants de maçonnerie à l'équerre, planait une inexplicable atmosphère de menace et de peur intense, comme en dégageaient les trappes scellées. Les jardins, omniprésents, étaient presque effrayants dans leur étrangeté, offrant des formes végétales bizarres et insolites qui se balançaient au-dessus de larges allées bordées de monolithes curieusement sculptés. Des espèces de fougères surtout, d'une taille anormale, les unes vertes, d'autres d'une pâleur spectrale, fongoïdes. Parmi elles se dressaient de grandes silhouettes fantomatiques, comparables à des calamités dont les troncs semblables à des bambous atteignaient des hauteurs fabuleuses. Et encore des touffes de prodigieux cycas et des arbres ou arbustes baroques d'un vert sombre qui rappelaient les conifères. Les fleurs, petites, incolores et impossibles à identifier, s'épanouissaient en parterres géométriques ou librement dans la verdure. Dans quelques jardins de la terrasse ou du toit, il en poussait de plus grandes et plus colorées, d'aspect presque répugnant, qui suggérait une culture artificielle. Des plantes fongoïdes, de dimensions, de contours et de couleurs inconcevables, parsemaient le paysage selon des dessins qui révélaient une tradition horticole inconnue, mais bien établie. Dans les jardins plus vastes au niveau du sol,
on discernait un certain souci de conserver les caprices de la nature. Mais sur les toits, la sélection et l'art des jardins étaient plus manifestes. Le ciel était presque toujours pluvieux ou nuageux, et j'assistais parfois à des pluies torrentielles. De temps à autre, pourtant, on apercevait le soleil, qui semblait anormalement grand, et la lune, dont les taches avaient quelque chose d'inhabituel que je ne pus jamais approfondir. Les nuits, très rares, où le ciel était assez clair, j'apercevais des constellations à peine reconnaissables. Quelquefois proches des figures connues, mais presque jamais identiques. Et d'après la position des quelques groupes que je pus identifier, je conclus que je devais être dans l'hémisphère sud, près du tropique du Capricorne. L'horizon lointain était toujours embué et indistinct, mais je voyais aux abords de la ville de vastes jungles de fougères arborescentes inconnues, de calamités, de lépidodendrons et de sigillaires, dont les frondaisons fantastiques ondulaient, narquoises, dans les vapeurs mouvantes. Par moments s'esquissaient des mouvements dans le ciel, mais mes premières visions ne les précisèrent jamais. Pendant l'automne de 1914, je commençais à faire des rêves espacés où je flottais étrangement au-dessus de la cité et des régions environnantes. Je découvris des routes interminables, à travers des forêts de végétaux effroyables au tronc tacheté, cannelés aux rayés, ou devant des villes aussi singulières que celles qui ne cessaient de m'obséder. Je vis de monstrueuses constructions de pierres noires ou irisées, dans des percées ou des clairières où régnait un crépuscule perpétuel, et je parcourus de longues chaussées à travers des marécages si sombres que je distinguais à peine leur humide et imposante végétation. J'aperçus une fois une étendue sans bornes, jonchée de ruines basaltiques, détruites par le temps, dont l'architecture rappelait les rares tours sans fenêtres, au sommet arrondi de la ville obsédante. Et une fois, je vis la mer, étendue sans limite, vaporeuse, au-delà des colossales jetées de pierres d'une formidable cité de dômes et de voûtes. Des impressions de grande ombre sans forme se déplaçaient au-dessus d'elle, et ici ou là, des jaillissements insolites venaient troubler la surface des eaux. C'est parti pour le chapitre 3. Bonne écoute. Ainsi que je l'ai dit, ces images extravagantes ne prirent pas tout de suite leur caractère terrifiant. À coup sûr, beaucoup de gens ont eu des rêves en eux-mêmes plus étranges, mêlant des fragments sans lien de vie quotidienne, de choses vues ou lues, combinées sous les formes les plus surprenantes par les caprices incontrôlés du sommeil. Pendant un certain temps, ces visions me semblèrent naturelles, bien que je n'ai jamais été jusqu'alors un rêveur extravagant. Beaucoup d'obscures anomalies, me disais-je, venaient sans doute de sources banales, trop nombreuses pour qu'on ne les identifie. D'autres reflétaient simplement une connaissance élémentaire des plantes et autres données du monde primitif, 150 millions d'années plus tôt, le monde de l'âge permien ou triasique. En quelques mois néanmoins, l'élément de terreur apparut avec une intensité croissante.
Et cela quand les rêves prirent infailliblement l'aspect de souvenirs, et que mon esprit y découvrit un lien avec l'aggravation de mes inquiétudes d'ordre abstrait, le sentiment d'entrave à la mémoire, les singulières conceptions du temps, l'impression d'un détestable échange avec ma personnalité seconde de 1908-1913 et, beaucoup plus tard, l'inexplicable aversion à l'égard de moi-même. À mesure que certains détails précis surgissaient dans les rêves, l'horreur y devenait 1000 fois pire. Si bien qu'en octobre 1915, je compris qu'il me fallait agir. C'est alors que j'entrepris une étude approfondie d'autres cas d'amnésie et de vision, convaincu que je réussirais ainsi à objectiver mon problème et à me délivrer de son emprise émotionnelle. Cependant, comme je l'ai déjà indiqué, le résultat fut d'abord presque exactement le contraire. Je fus absolument bouleversé d'apprendre que mes rêves avaient eu d'aussi exacts précédents, d'autant plus que certains témoignages étaient trop anciens pour qu'on pût supposer chez les sujets la moindre connaissance en géologie et, partant, la moindre idée des paysages primitifs. Bien plus, beaucoup de ces récits fournissaient les détails et les explications les plus atroces à propos des images des grands bâtiments, des jardins sauvages et du reste. Les visions par elles-mêmes et les impressions vagues étaient suffisamment horribles. Mais ce que je suggérais ou affirmais quelques autres rêveurs sentaient la folie et le blasphème. Et le comble, c'était que ma propre pseudo-mémoire en était incitée à des rêves plus délirants et au pressentiment de proches révélations. Néanmoins, la plupart des médecins jugeaient ma démarche, dans l'ensemble, fort recommandable. J'étudiais à fond la psychologie, et suivant mon exemple, mon fils Wingate en fit autant, ce qui l'amena finalement à occuper sa chaire actuelle. En 1917 et 1918, je suivis des cours spéciaux à Miskatonic. Entre-temps, j'examinais inlassablement la documentation médicale, historique, anthropologique, voyageant jusqu'aux bibliothèques lointaines, osant enfin consulter même les livres abominables de l'antique tradition interdite, pour lesquels ma personnalité seconde avait manifesté un intérêt si troublant. Certains de ces volumes étaient ceux-là même que j'avais étudiés pendant ma métamorphose, et je fus bouleversé d'y trouver des notes marginales et d'apparentes corrections du texte hideux, d'une écriture et dans des termes qui avaient quelque chose d'étrangement inhumain. La plupart étaient rédigés dans les langues respectives des différents ouvrages dont le lecteur semblait avoir une connaissance également parfaite, bien qu'académique. L'une, pourtant, ajoutée au Unausprechlichen Kulten de von Nutzt, était d'une inquiétante originalité. En hiéroglyphes curvilignes, de la même encre que les corrections allemandes, elle ne suivait aucun modèle humain connu. Et ces hiéroglyphes étaient étroitement et sans aucun doute apparentés aux caractères que je rencontrais constamment dans mes rêves, ceux dont parfois j'imaginais un instant connaître la signification ou être à deux doigts de me la rappeler. Achevant de me déconcerter, plusieurs bibliothécaires m'assurèrent qu'à en croire les communications précédentes et les fiches de consultation des livres en question, toutes ces notes ne pouvaient être que de moi dans mon état second. Même si à l'époque, comme aujourd'hui, j'ignorais 3 des langues utilisées. En rassemblant les documents éparses,
anciens et modernes, anthropologiques et médicaux, j'obtins un mélange assez cohérent de mythes et d'hallucinations dont l'ampleur et l'étrangeté me laissèrent absolument stupéfait. Une seule chose me consola: l'antiquité des mythes. Quelle science perdue avait introduit dans ces fables primitives l'image du paysage paléozoïque ou mésozoïque? Je ne pouvais même pas l'imaginer. Mais il y avait eu ces images. Il existait donc une base pour la formation d'un type défini d'hallucination. Les cas d'amnésie avaient sans aucun doute créé le modèle mythique général. Mais par la suite, la prolifération capricieuse des mythes dut agir sur les amnésiques et colorer leurs pseudo-souvenirs. J'avais lu et appris moi-même toutes les légendes primitives pendant ma perte de mémoire. Mes recherches l'avaient amplement démontré. N'était-il pas naturel alors que mes rêves et mes impressions affectives se colorent et se modèlent d'après ce que ma mémoire avait secrètement conservé de ma métamorphose ? Quelques mythes se rattachaient de manière significative à d'autres légendes obscures du monde préhumain. En particulier, ces contes hindous qui englobent de stupéfiants abîmes de temps et font partie de la tradition des théosophes actuels. Les mythes primitifs et les hallucinations modernes s'accordaient pour affirmer que l'humanité n'est qu'une, et peut-être la moindre, des races hautement civilisées et dominantes dans la longue histoire, en grande partie inconnue, de cette planète. Il laissait entendre que des êtres de forme inconcevable avaient élevé des tours jusqu'au ciel et approfondi tous les secrets de la nature avant que le premier ancêtre amphibie de l'homme ait rampé hors de la mer chaude, voici 300 millions d'années. Certains venaient des étoiles. Quelques-uns étaient aussi vieux que le cosmos lui-même. D'autres s'étaient rapidement développés à partir de germes terrestres aussi éloignés des premiers germes de notre cycle de vie que ceux-ci le sont de nous-mêmes. On parlait sans hésiter de milliers de millions d'années et de rapports étroits avec d'autres galaxies et d'autres univers. À vrai dire, il n'était pas question de temps dans l'acceptation humaine du terme. Mais la plupart des récits et des impressions rapportées évoquaient une race relativement récente, d'apparence bizarre et compliquée, ne rappelant aucune forme de vie scientifiquement connue, et qui s'était éteinte 50 millions d'années à peine avant la venue de l'homme. Ce fut, disait-il, la race la plus importante de toutes, car elle seule avait conquis le secret du temps. Elle avait appris tout ce qu'on avait su et tout ce qu'on saurait sur Terre, grâce à la faculté de ses esprits les plus pénétrants de se projeter dans le passé et le futur, fût-ce à travers des abîmes de millions d'années, pour étudier les connaissances de chaque époque. Les réalisations de cette race avaient donné naissance à toutes les légendes des prophètes, y compris celles de la mythologie humaine. Dans leurs immenses bibliothèques, des volumes de textes et de gravures contenaient la totalité des annales de la Terre, histoire et description de toutes les espèces qui avaient été ou seraient, avec le détail de leurs arts, leurs actions, leur langue et leur psychologie.
Forts de cette science illimitée, ceux de la grande race choisissaient dans chaque ère et chaque forme de vie tel ou tel concept, art et procédé qui pouvaient convenir à leur propre nature et à leur situation. La connaissance du passé, obtenue par une sorte de projection de l'esprit indépendamment des sens reconnus, était plus difficile à recueillir que celle de l'avenir. Dans ce dernier cas, la démarche était plus simple et plus concrète. Avec une assistance mécanique appropriée, un esprit se projetait en avant dans le temps, cherchant à tâtons son obscur chemin extrasensoriel jusqu'à proximité de la période désirée. Alors, après des épreuves préliminaires, il s'emparait du meilleur représentant qu'il peut trouver des formes de vie les plus évoluées à l'époque. Il pénétrait dans le cerveau de cet organisme, où il installait ses propres vibrations, tandis que l'esprit dépossédé remontait en arrière jusqu'au temps de l'usurpateur, occupant le corps de ce dernier, en attendant qu'un nouvel échange s'opère en sens inverse. L'esprit, projeté dans le corps d'un organisme du futur, se comportait alors comme un membre de la race dont il empruntait l'apparence, et apprenait le plus rapidement possible tout ce qu'on pouvait acquérir de l'ère choisie, de ce qu'elle possédait d'informations et de techniques. Cependant, l'esprit dépossédé, rejeté dans le temps et le corps de l'usurpateur, était étroitement surveillé. On l'empêchait de nuire au corps qu'il occupait, et des enquêteurs spécialisés lui soutiraient tout son savoir. Il arrivait souvent qu'on l'interroge dans sa propre langue, si des recherches précédentes dans l'avenir en avaient rapporté des enregistrements. Si l'esprit venait d'un corps dont la grande race ne pouvait physiquement reproduire le langage, on fabriquait d'ingénieuses machines sur lesquelles la langue étrangère pouvait être jouée comme sur un instrument de musique. Ceux de la grande race étaient d'immenses cônes striés de 10 pieds de haut, avec une tête et d'autres organes fixés à des membres extensibles d'1 pied d'épaisseur partant du sommet. Ils s'exprimaient en faisant claquer ou frotter d'énormes pattes ou pinces qui prolongeaient 2 de leurs 4 membres et se déplaçaient en dilatant et contractant une couche visqueuse qui recouvrait leur base de 10 pieds de large. Quand la stupeur et le ressentiment de l'esprit captif s'étaient atténués, et en admettant qu'il vînt d'un corps extrêmement différent de ceux de la grande race, qu'il n'éprouvait plus d'horreur pour son insolite forme temporaire, on lui permettait d'étudier son nouveau milieu et de ressentir un émerveillement et une sagesse comparables à ceux de son remplaçant. Moyennant certaines précautions et en échange de services rendus, on le laissait parcourir le monde habité dans de gigantesques aéronefs ou sur ces gros véhicules à profil de bateaux propulsés par des moteurs atomiques qui sillonnaient les grandes routes et puisaient librement dans les bibliothèques où l'on pouvait lire l'histoire passée et future de la planète. Beaucoup d'esprits captifs acceptaient ainsi mieux leur sort, car ils n'étaient que de passionnés. Et pour ces esprits-là,
La révélation des mystères cachés de la Terre, chapitre clos d'inconcevables passés et des tourbillons vertigineux d'un futur qui contient les années à venir de leur propre temps, sera toujours, malgré les horreurs insondables souvent découvertes, l'expérience suprême de la vie. Quelquefois, certains pouvaient rencontrer d'autres esprits captifs, arrachés à l'avenir, échanger des idées avec des consciences qui vivaient 100, 1000 ou 1 million d'années avant ou après leur propre époque. Et tous devaient écrire dans leur langue de longs témoignages sur eux-mêmes et leurs temps respectifs. Autant de documents que l'on classait dans les grandes archives centrales. On peut ajouter qu'un type particulier de captifs jouissait de privilèges beaucoup plus étendus que ceux de la majorité. C'étaient les exilés permanents moribonds, dont les corps dans l'avenir avaient été confisqués par des membres audacieux de la grande race qui, confrontés à la mort, cherchaient à sauver leur faculté mentale. Ces exilés mélancoliques n'étaient pas si nombreux qu'on aurait pu s'y attendre, car la longévité de la grande race diminuait son amour de la vie, surtout parmi ces esprits supérieurs capables de projection. Les cas de projection permanente d'esprits d'autrefois furent à l'origine de beaucoup de changements durables de personnalité signalés dans l'histoire plus récente, y compris dans celle de l'humanité. Quant au cas d'exploration ordinaire, lorsque l'esprit usurpateur avait appris de l'avenir tout ce qu'il souhaitait savoir, il construisait un appareil semblable à celui qu'il avait lancé au départ et inversait le processus de projection. Il se retrouvait dans son propre corps, à son époque, tandis que l'esprit jusqu'alors captif revenait à ce corps de l'avenir auquel il appartenait normalement. Mais si l'un ou l'autre des corps était mort durant l'échange, cette restauration était impossible. En ce cas, bien sûr, l'esprit voyageur, comme celui des évadés de la mort, devait passer sa vie dans un corps étranger de l'avenir, où l'esprit captif, comme les exilés permanents moribonds, finissait ses jours à l'époque et sous la forme de la grande race. Ce destin était moins horrible quand l'esprit captif appartenait lui aussi à la grande race, ce qui n'était pas rare, car au long des âges, elle s'était toujours vivement préoccupée de son propre avenir. Mais le nombre des exilés permanents moribonds de la race était très limité, surtout à cause des sanctions terrifiantes qui punissaient le remplacement par des moribonds d'esprits à venir de la grande race. La projection permettait de prendre des mesures pour infliger ces peines aux esprits coupables dans leur nouveau corps de l'avenir. Et l'on procédait parfois à un reversement forcé des échanges. Des cas complexes de remplacement ou d'exploration d'esprits déjà captifs par d'autres esprits de diverses périodes du passé avaient été constatés et soigneusement corrigés. À toutes les époques, depuis la découverte de la projection mentale, une partie infime, mais bien identifiée de la population, s'est composée d'esprits de la grande race des temps passés, en séjour plus ou moins prolongés. Lorsqu'un esprit captif d'origine étrangère devait réintégrer son propre corps dans l'avenir, on le purgeait au moyen d'une hypnose mécanique compliquée de tout ce qu'il avait appris à l'époque de la grande race. Cela pour éviter certaines conséquences fâcheuses
d'une diffusion prématurée et massive du savoir. Les rares exemples connus de transmission non contrôlée avaient causé et causaient encore, à des périodes déterminées, de terribles désastres. C'est essentiellement à la suite de 2 cas de ce genre, selon les vieux mythes, que l'humanité avait appris ce qu'elle savait de la grande race. En fait de traces matérielles et directes de ce monde distant de millions d'années, il ne restait que les pierres énormes de certaines ruines dans des sites lointains et les fonds sous-marins, ainsi que des parties du texte des terribles manuscrits pnacotiques. Ainsi, l'esprit qui regagnait son propre temps n'y rapportait que les images les plus confuses et les plus fragmentaires de ce qu'il avait vécu depuis sa capture. On extirpait tous les souvenirs qui pouvaient l'être, si bien que dans la plupart des cas, il ne subsistait depuis le moment du premier échange qu'un vide, ombré de rêves. Quelques esprits avaient plus de mémoire que d'autres, et le rapprochement fortuit de leurs souvenirs avait parfois apporté au temps futur des aperçus du passé interdit. Probablement à toutes les époques, des groupes ou cultes avaient vénéré secrètement certaines de ces images. Le Necronomicon suggérait la présence parmi les humains d'un culte de ce genre, qui quelquefois venait en aide aux esprits pour retraverser des durées infinies en revenant du temps de la grande race. Cependant, ceux de la grande race eux-mêmes, devenus presque omniscients, se mettaient en devoir d'établir des échanges avec les esprits des autres planètes pour explorer leur passé et leur avenir. Ils s'efforçaient aussi de sonder l'histoire et l'origine de ce globe obscur, mort depuis des éternités au fond de l'espace, et dont ils tenaient leur propre héritage mental, car l'intelligence de ceux de la grande race était plus ancienne que leur enveloppe corporelle. Les habitants de ce vieux monde agonisant, instruits des ultimes secrets, avaient cherché un autre univers et une race nouvelle qui leur assurerait longue vie, et avaient envoyé en masse leurs esprits dans la race future la plus propre à les recevoir, les êtres coniques qui peuplaient notre terre voici 1 milliard d'années. Ainsi était née la grande race, tandis que les myriades d'esprits renvoyés dans le passé étaient voués à mourir sous des formes étrangères. Plus tard, la race se retrouverait face à la mort, mais elle survivrait grâce à une seconde migration de ses meilleurs esprits dans le corps d'autres créatures de l'avenir, dotées d'une plus longue existence physique. Tel était l'arrière-plan où s'entrelaçaient la légende et l'hallucination. Lorsque vers 1920 j'eus concrétisé mes recherches sous une forme cohérente, je sentis s'apaiser un peu la tension que leur début avait accrue. Après tout, et malgré les fantasmes suscités par des émotions aveugles, la plupart de mes expériences n'étaient-elles pas aisément explicables ? Un hasard quelconque avait pu orienter mon esprit vers des études secrètes pendant l'amnésie. Puis j'avais lu les légendes interdites et fréquenté les membres d'anciens cultes impies. Ce qui, manifestement, avait fourni la matière des rêves et des impressions troubles qui avaient suivi le retour de la mémoire.
Quant aux notes marginales en hiéroglyphes fantastiques et dans des langues que j'ignorais, mais dont les bibliothécaires m'attribuaient la responsabilité, j'avais fort bien pu saisir quelques notions des langues dans mon état second, alors que les hiéroglyphes étaient sans doute nés de mon imagination d'après les descriptions de vieilles légendes, avant de se glisser dans mes rêves. J'essayais de vérifier certains points en m'entretenant avec des maîtres de culte connus, sans jamais réussir à établir l'exact enchaînement des faits. Par moments, le parallélisme de tant de cas à tant d'époques lointaines continuait à me préoccuper, comme il l'avait fait dès le début. Mais je me disais par ailleurs que cet exaltant folklore était incontestablement plus répandu autrefois qu'aujourd'hui. Toutes les autres victimes de crises semblables à la mienne étaient sans doute familiarisées depuis longtemps avec les légendes que je n'avais apprises qu'en mon état second. En perdant la mémoire, elles s'étaient identifiées aux créatures de leur mythe traditionnel, les fabuleux envahisseurs qui se seraient substitués à l'esprit des hommes, s'engageant ainsi dans la recherche d'un savoir qu'elles croyaient le souvenir d'un passé non humain, imaginaire. Puis, en retrouvant la mémoire, elles inversaient le processus associatif et se prenaient pour d'anciens esprits captifs, et non pour des usurpateurs. D'où les rêves et les pseudo-souvenirs sur le modèle du mythe conventionnel. Ces explications embarrassées finirent pourtant par l'emporter sur toutes les autres dans mon esprit, en raison de la faiblesse encore plus évidente des théories opposées. Et un nombre important d'éminents psychologues et anthropologues rejoignirent peu à peu mon point de vue. Plus je réfléchissais, plus mon raisonnement me semblait convaincant, si bien que j'en arrivais à dresser un rempart efficace contre les visions et les impressions qui me hantaient toujours. Voyais-je la nuit des choses étranges ? Ce n'était rien que ce que j'avais entendu ou lu. Me venait-il des dégoûts, des conceptions, des pseudo-souvenirs bizarres ? C'était encore autant d'échos des mythes assimilés dans mon état second. Rien de ce que je pouvais rêver ou ressentir n'avait de véritable signification. Fort de cette philosophie, j'améliorais nettement mon équilibre nerveux, en dépit des visions, plus que des impressions abstraites, qui devenaient sans cesse plus fréquentes et d'une précision plus troublante. En 1922, me sentant capable de reprendre un travail régulier, je mis en pratique mes connaissances nouvellement acquises en acceptant à l'université un poste de maître de conférences en psychologie. Mon ancienne chaire d'économie politique avait depuis longtemps un titulaire compétent, sans compter que la pédagogie des sciences économiques avait beaucoup évolué depuis mon époque. Mon fils était alors au stade des études supérieures qui allaient le mener à sa chaire actuelle, et nous travaillions beaucoup ensemble.